va. On fait comme au village, Attic Manipis, donne-moi une larme. C'est fort. C'est du pur. Ça tue le corona une fois. Alors, si je vais un verre comme ça, je le prends combien? Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être encore là ce matin pour suivre cette édition de Cannes au quotidien. De fil en aiguille, cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations tire à sa fin. Aujourd'hui, c'est la première demi-finale au stade Amadou Ahidjo entre les étalons du Burkina et les Lions de la Teranga. Et demain, le principal pôle d'attraction sera le stade d'Olimbé à la faveur de la deuxième finale qui opposera les Lions indomptables du Cameroun aux Pharaons d'Égypte. Tout de suite, je vous fais découvrir les invités sur ce plateau. On commence par Jean-Paul Akono. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Emmanuel Jonas Kana, bonjour à Casimir, bonjour à tous les millions de téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Et bonjour aux techniciens, n'est-ce pas, grâce auxquels nous passons actuellement aux images. Alors, je vais tout simplement relever qu'au fur et à mesure qu'on avance vers la fin de cette compétition, surtout de notre plateau, les panélistes de rêve sont de plus en plus beaux. Alors, je voudrais qu'on zoome un peu sur l'image du coach qui est très très bien habillé avec un agencement de couleurs remarquable. Merci beaucoup Emmanuel, de temps en temps il faut le faire. Bon, peut-être c'est dû aussi que après cette émission, peut-être que je sortirai, j'irai quelque part, mais cela n'empêche que de temps en temps, même pour venir à l'émission, n'est-ce pas, que je mette un peu ce qui peut me plaire et qui peut plaire aux téléspectateurs et selon certainement les mesures parfois exigeantes d'une chaîne de télé. Parce qu'ils sont vraiment exigeants, les téléspectateurs. Hein? Voilà. Casimir Mangué, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour au coach Jean-Paul Akono, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à vos techniciens qui nous permettent d'être vus et qui nous permettent d'être écoutés. Voilà, on va épiloguer longuement et abondamment ce matin sur le match qui va se jouer demain entre les Lions indomptables du Cameroun et les Pharaons d'Égypte. Déjà, est-ce qu'on pourrait savoir, Casimir Mangué, vous qui êtes souvent dans cet environnement, quelles seraient les principales articulations, n'est-ce pas, d'une journée comme celle-ci, à la veille d'un grand match comme celui de demain au stade de Lomé entre les Lions indomptables du Cameroun et les Pharaons d'Égypte? Pour que le téléspectateur qui n'est pas professionnel le comprenne, il s'agit du calme et que nous on appelle souvent la concentration. Voyez-vous, quand le chat veut faire mal à la souris, il ne fait pas beaucoup de bruit. Tout à fait. Donc il se calme pour renforcer ses forces. Donc aujourd'hui, c'est généralement beaucoup de calme pour être plus fort mentalement. On est tranquille pour également bien se reposer. En réalité, c'est une journée pour que il faut protéger les joueurs. Le seul moment où vous avez l'occasion de passer à côté, c'est le bonjour, c'est de savoir comment il a dormi, c'est de le rassurer, c'est de le mettre en confiance. Il n'y a pas de petits jeux comme les cartes, les lidos? Non, c'est strictement interdit parce que Magnus vous racontera certainement un scénario qu'il avait vécu parce qu'il nous en avait parlé quand il était notre instructeur en stage. Voyez-vous, lorsque vous autorisez que les garçons jouent à la carte, celui qui se fait bouffer peut sortir du match. C'est-à-dire qu'il sera déconcentré parce je crois qu'il y a certains jeux qui leur sont interdits à ce moment précis. On leur autorise peut-être de suivre des musiques, mais vraiment on les épargne de tout ce qui peut les déconcentrer. Donc les jeux
pour moi, il m'est toujours arrivé de les proscrire à quelques heures du match. J'ai bien envie de voir mes gamins bien se reposer parce que, comme je vous l'ai dit, quand on veut être très fort, il faut se calmer, il faut être tranquille, il faut se concentrer. C'est le terme idéal pour les professionnels, c'est la concentration. Et moi, pour que les enfants comprennent bien, je leur dis toujours, c'est de se calmer, d'être tranquille. Et je prends toujours l'exemple du chat, lorsqu'il va attraper la souris, il ne commence pas à se balader pour que la souris le voie. Il se cache, il s'arme, il se calme, et quand il bondit, il tombe avec toutes les griffes ressorties. Alors, Jean-Paul Akono, donc c'est une concentration monastique, si on peut dire ainsi, de monastère? Non, pas quand même de monastère. Ils ne sont pas quand même des moines. Des moines. Et même parfois les moines ont besoin ne serait-ce que de respirer de l'air. Ils se promènent souvent dans leur cours ou alors un peu hors de leur cadre. Mais je crois que ce qu'il Casimir a dit, il a tout à fait raison. Sauf que les cartes, on peut les autoriser. Mais si ce ne sont pas les cartes en jeu, hein, là, c'est comme ils le font souvent, où ils misent jusqu'aux millions de francs. Alors, vous comprenez que quand on mise les millions de francs, parce qu'ils en gagnent aussi des millions, ils sont tous des professionnels. Le million pour eux, c'est comme 100 francs pour vous et pour moi. Absolument. Et pour Casimir, Emmanuel Jonas Kana. Donc ils vont à partir de 1 million, machin, tout ça. Et vous voyez que quand on vous a déjà bouffé une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, vous voyez dans quel état vous vous retrouvez. Même si vous en avez beaucoup, mais vraiment vous voyez quand même des millions partis comme ça là. Donc c'est ça qui doit être interdit, vraiment interdit. Et je n'ai jamais compris pourquoi les joueurs aiment faire cela, vraiment aiment faire cela. Par contre, si c'est des jeux, cartes pour le jeu, ou bon, je pose une telle carte, c'est moi qui gagne, et machin, tout ça, et puis c'est terminé. Ça vous déconcentre, ça vous concentre même beaucoup plus, puisque ça vous libère un peu, vous ne pensez plus tellement au match, parce que trop penser au match, n'est-ce pas, nuit aussi beaucoup. Donc il faut que maintenant là les gens doivent être dans un cadre vraiment où ils peuvent faire ce jeu, ils peuvent écouter la musique comme il a dit, n'est-ce pas, ils peuvent se coucher et se concentrer encore beaucoup plus, se récupérer beaucoup plus. Donc je pense que c'est tout ce qu'ils doivent faire maintenant d'ici à demain. Et effectivement, s'il y a un programme qui a été établi, qu'ils respectent tranquillement le programme. Et le contenu de ce programme doit toujours aller dans le sens, n'est-ce pas, de la maximisation, n'est-ce pas, de la concentration. Et pour qu'ils accumulent beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, afin, comme il appelle l'exemple d'un chat qui se concentre, je préférerais encore dire d'une panthère ou d'un tigre qui se concentre pour saisir sa proie une seule fois, tac. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Sinon les discours, il y aura peut-être certainement un temps de discours. Et un discours comme le fait si bien, un discours digeste, bien, le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, un discours digeste, un discours qui va dans le centre, effectivement, dans le sens, j'allais dire, effectivement, de la concentration, et dans le sens de la motivation, dans le sens vraiment, comment dirais-je, qui réunissent tous les ingrédients qui concourent vraiment, comme je l'ai dit, à la maximisation de la concentration pour aborder le match sereinement et tel qu'il faudra l'aborder comme celui de demain. Alors avant donc de passer au Moninex, les stratégies, les stratagèmes, les techniques et les moyens, les voies et moyens entre l'Égypte et le Cameroun demain. On va d'abord suivre ce Vox Pop du match Burkina contre Sénégal, un Vox Pop où les Camerounais disent leur pronostic.
2-1 en faveur du Sénégal. Le Burkina va gagner le Sénégal. Sur un score de 2-1. 2 buts de Bertrand Traoré. Je crois que le Burkina va gagner demain 2-0. Je pense que le Sénégal battra le Burkina Faso sur un score de 2-1. Burkina 0, Sénégal 2. Voilà, vous avez donc tout suivi, mais la réalité, c'est cet après-midi au stade Amadou Ahidjo. Jean-Paul Akono, maintenant, nous entrons dans la profondeur de la rencontre entre l'Égypte et le Cameroun qui soit se jouer demain au stade d'Olembe. Alors, selon vous, comment voyez-vous l'équipe des Lions Indomptables demain face à ces pharaons d'Égypte dont certains parlent, n'est-ce pas, que c'est une équipe redoutable? Mais toutes les équipes sont redoutables à cette phase de la compétition. Emmanuel Jonas Gana, cette saison, que ce n'est qu'une vérité de polichinelle que de le dire. N'arrive pas par là-bas, n'est-ce pas, celui qui veut, n'est-ce pas, c'est après un parcours, n'est-ce pas, parsemé d'embûches, comme on dit, et à peu près de longues stratégies, de longs stratagèmes, même s'il le faut, pour y parvenir. Donc, ça signifie que être dans les 24 équipes qui étaient sur la ligne de départ, aujourd'hui, nous sommes avant la ligne finale d'arrivée. Donc, c'est pas n'importe qui. Pourquoi seulement dire que les Égyptiens sont redoutables, mais les Lions Indomptables sont tout aussi redoutables. Donc, on va assister à un match vraiment qu'il fallait, un match qui réunit les deux équipes, n'est-ce pas, qui totalisent à elles seules, n'est-ce pas, 12 trophées. 12 trophées, dont 7 pour l'Égypte. Et là, coach, on nous propose un classement, je ne sais pas si c'est... Ça, c'est en 2017. En 2017, ça c'est un vieux classement. Hein. Donc, il faut que la réalisation... Un vieux match, donc on voit encore les... Le match de la finale à Libreville. Voilà, 2017, entre l'Égypte et le Cameroun à Libreville. Mais on n'est pas loin, n'est-ce pas, de la réalité de cette finale. Hein. Oui, c'est vrai. D'abord sur le plan physique dans chaque équipe, c'est-à-dire sur le plan des effectifs, plusieurs sont encore, n'est-ce pas, de l'épopée camerounaise, c'est-à-dire quelques joueurs égyptiens, n'est-ce pas, qui ont participé à la finale de 2017 et quelques joueurs camerounais, n'est-ce pas, qui aussi ont participé à cette finale. Bon, maintenant, de part et d'autre, il y a eu certainement d'autres joueurs qui sont venus, ce qui est tout à fait normal, et qui ont maintenu, n'est-ce pas, leurs équipes respectives, n'est-ce pas, sur le haut du sommet du football africain. Et la preuve, ils sont là aujourd'hui dans le carré d'As, et une chose est sûre, c'est qu'il y aura du football sur le stade, chacun utilisant, chacun des pays utilisant, n'est-ce pas, ses atouts, vraiment tous ces atouts, parce qu'il n'y a plus rien à préserver, il ne reste que 2 matchs, et je crois qu'en 2 matchs, on peut tout mettre pour que vous puissiez, n'est-ce pas, maximiser vos chances de victoire finale. Donc, que ce soit du côté de l'Égypte, que ce soit du côté du Cameroun, je crois que le match est capital. Ensuite, il y a d'autres ingrédients qui viennent, qui rehausseront, n'est-ce pas, l'intensité de ce match, à savoir que l'Égypte, qui n'a jamais toléré la victoire camerounaise, n'est-ce pas, à Libreville en 2017, alors qu'il menait au score,
je crois, 1-0. 1-0 jusqu'à la mi-temps, jusqu'à la pause, et même beaucoup de temps après, après la pause, il a fallu, n'est-ce pas, 2 remplacements, n'est-ce pas, qui ont été positifs pour que nous puissions égaliser et marquer par ce Vincent Aboubakar, le grand capitaine de l'équipe des Lions Indomptables aujourd'hui. Et qui sans oublier Nicolas Koulou, qui marque de la tête. Nicolas Koulou qui a égalisé de la tête, qui était aussi remplaçant. Et surtout Vincent Aboubakar, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, non seulement a retrouvé sa place dans l'équipe, mais est monté d'un grade en devenant capitaine de cette équipe. Et en tant que tel, vraiment, il impulse la gagne, il impulse la niaque, n'est-ce pas, à ses coéquipiers pour que le résultat puisse toujours être positif, n'est-ce pas, à la fin du match, c'est-à-dire la victoire. Et il incarne cela par son jeu, il incarne cela par ses attitudes qui sont de nature, n'est-ce pas, à effectivement attirer tout le groupe vers cette niaque, vers cette détermination, n'est-ce pas, à tout faire, n'est-ce pas, pour gagner. Voilà, on reviendra à vous tout à l'heure pour un classement probable de 11 entrants de cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun, parce que là aujourd'hui c'est un match on ne peut plus capital, Jean-Paul, donc il faudra que Conceição puisse disposer ses joueurs de façon vraiment crédible, de façon acceptable. Alors Casimir, si vous aviez peur, je dis bien si vous aviez peur de cette rencontre entre les Camerounais et les Égyptiens, de quoi auriez-vous peur? J'aurais plus peur de moi-même. Vous savez, ce genre de match au couteau. C'est le cas de le dire, hein? Match au couteau. Match au couteau qui serait peut-être arrivé jusqu'au tir au but. Ça use. Ça use souvent les entraîneurs. À ce moment même, on ne dort pas. On a du mal à trouver le sommeil, même l'appétit. Moi, il m'est arrivé de ne pouvoir avoir d'appétit. Mais il est recommandé à l'entraîneur de dégager de la sérénité, de la confiance pour que les joueurs en profitent. Parce que si l'entraîneur lui-même n'est pas en confiance, s'il ne dégage pas de la sérénité, s'il extériorise sa peur, ça peut impacter sur la performance des joueurs. Moi, je crois qu'en pareil match, il faut toujours être en confiance, en respectant l'adversaire. C'est en respectant l'adversaire que vous trouvez de la force mentale pour lui faire mal. Je pense que c'est le cas de l'entraîneur camerounais. Je crois que j'ai souvent moins partagé ses options, mais j'ai de l'admiration pour lui sur son tempérament. Je pense que son tempérament est idéal en pareille circonstance. C'est quelqu'un un peu réservé et j'ai suivi son interview. Il a insisté sur ce qui m'a intéressé, c'est l'état d'esprit dont devraient avoir les Lions tout au long de ces 2 matchs qui restent. C'est l'esprit de compétiteur et de gagneur. Et j'ai la conviction, peut-être on va y arriver, de quoi que lorsque vous nous poserez certainement la question de savoir entre l'Égypte et le Cameroun, quelle est l'équipe qui devra être plus engagée, il n'y a rien à dire. S'il y a quand même une équipe qui sera plus engagée, très engagée, ayant plus d'envie, ça sera le Cameroun, justement parce qu'il joue à domicile, il aura le 12e joueur. Et on a constaté après lors de leur match où ils ont gagné 2-0, ils jouaient ensemble, alors que les autres matchs, il y avait encore des joueurs qui jouaient pour eux-mêmes, pas pour le coup. Donc, c'est important de le dire. En pareille circonstance, l'entraîneur se doit de dégager de la sérénité, de la confiance. Voilà, Jean-Paul Akono parlait, n'est-ce pas, de la niaque. Il parlait un peu de folie. Il faudra de la niaque et beaucoup de folie dans cette équipe camerounaise. C'est l'état d'esprit, c'est-à-dire que c'est vous qui devez provoquer, c'est vous qui devez tout déchirer. Le fighting spirit, dans tout le monde entier, il est né au Cameroun. On peut se vanter aujourd'hui que nous sommes un pays de champions. Quand vous voyez les Francis Ngannou aller battre les gens chez eux, vous voyez les Françoise Mbango, les Samuel Eto'o aller surpasser les gens chez eux, c'est parce que le Cameroun est une nation de champions. Et c'est dû à notre fighting spirit. Et ça,
la compétition en a besoin. Et c'est Jean-Paul qui était notre instructeur pendant les stages qui nous le disait. Vous pouvez être à égalité sur le plan technique, vous pouvez être à égalité sur le plan athlétique, vous pouvez être à égalité sur le plan tactique, mais la différence se fera sur le plan mental. Et je crois que c'est une des qualités indéniables au Camerounais, le fighting spirit dont faisait allusion Mayous. Alors vous pensez que les Égyptiens vont vous regarder comme cela, comme des enfants, n'est-ce pas, de cœur? Ils n'auront pas de folie, de niaque, hein, de leur côté? Écoutez, moi j'ai mon grand-père qui nous rappelait toujours qu'un chien est très fort quand il est chez lui. Dans tous les cas, les Égyptiens seront en train de jouer, pas en Égypte, ils seront en train de jouer au Cameroun. Ils n'auront pas, même naturellement, ils ne peuvent pas avoir le même orgueil qu'ils ont souvent chez eux au Cameroun. Ça, c'est n'importe quelle nation, lorsqu'elle joue chez elle, elle est d'abord très déterminée, même si ça va lui échapper à la fin. Mais de façon naturelle, cela arrive. C'est pour ça qu'on dit souvent la loi du domicile. Les Égyptiens ne peuvent pas penser être plus engagés, plus déterminés que les Camerounais. Encore que les Égyptiens, leur 12e joueur, je ne sais pas combien ils seront, mais le 12e joueur qui sera le plus grand au stade, ça sera le 12e joueur camerounais. Donc forcément, on aura quelque chose de plus que les Égyptiens. Et quand vous regardez, vous l'avez parlé de Vincent Aboubakar, jamais j'avais vu ce garçon autant déterminé pendant ces moments qu'il a joué, que ce soit dans les championnats français ou portugais, même à l'équipe nationale. Je n'ai jamais vu ce garçon déterminé comme il est en train de le faire. On va certainement arriver sur les différents éléments qui vont contribuer. Mais quand vous regardez quand même le tempérament de Vincent Aboubakar, qui était d'abord un garçon timoré, même Toko Ekambi, qui était aussi un garçon timoré, vous voyez comment il dégage de l'énergie. Rien qu'aux hymnes nationaux, hein. Regardez quand nous sommes aux exécutions des hymnes nationaux, regardez l'image de Vincent Aboubakar, de Toko Ekambi et les autres, ça dégage de l'énergie. Je pense que ça, on en parlera, mais c'est clair, le match ne se jouera pas en Égypte, il se jouera quand même au Cameroun. Alors vous croyez que les Égyptiens ont peur, ou auraient-ils peur du 12e joueur camerounais? Bien entendu, tout le monde a peur du Cameroun. Je dis toutes les... Il y a des entraîneurs qui vous disent, quand vous nous posez la question ici hier, vous savez que s'il y avait un choix à faire entre le Cameroun et même les Diouf, ils ne savent pas comment faire pour faire mal au Cameroun. En plus, quand le Cameroun joue à domicile. Donc, je pense que les Égyptiens, ils auront du respect pour nous. Je ne vais pas dire qu'ils ont peur, mais ils se sentiront quand même à l'extérieur. Et quand on est à l'extérieur, on n'a pas de la sérénité au maximum. Alors, Jean-Paul Akono, on en vient maintenant à la disposition spatiale de cette équipe des Lions. Alors, quels seront les éléments clés de la qualification des Camerounais demain au stade d'Olembe? C'est tout le 11 national. C'est tout le 11 national. Comme on dit, ils joueront tous. Alors, selon vous, Jean-Paul, on reconduira le 11 entrant du dernier match, la dernière rencontre? Ben, ça dépend de Conceição. De Conceição, de notre sélectionneur. Bon, mais on dit souvent que... On nous propose justement quelque chose de concret, là, sur ce petit écran. Ça, c'est le classement contre la Gambie. Est-ce que ce classement peut être reconduit? Ben, comme on le dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. On a vu le contenu que ce classement nous a livré. Je pense que moi, je militerais pour que ce soit le même classement, que ce soit le même effectif, avec des petites corrections sur le plan tactique, tout simplement, parce que avec l'Égypte, il faudra éviter que il y ait des situations de défense-poursuite. Parce que si on se met en situation de défense-poursuite, avec la vitesse et l'intelligence des Égyptiens, ils pourraient nous faire mal. On devrait régulièrement être en situation de barrage, parce que deux fois, on s'est retrouvé en situation de défense-poursuite, et ça, c'est pas l'idéal face à une équipe comme l'Égypte. Donc moi, je suis partant pour ce classement qui a réussi, même si, comme le disait Manous, ça dépend de Conceição.
certainement par rapport à l'adversaire, il peut faire des modifications, mais rarement on change une équipe qui a gagné, s'il n'y a pas de blessés. On va, n'est-ce pas, regarder au niveau des couloirs et puis faire des accélérations. Je voudrais d'abord parler de l'équipe en général, et surtout de ce milieu du terrain. De ce milieu du terrain qui me semble toujours un milieu du terrain qui n'est pas différent de celui qu'on nous a servi lors de l'ouverture du match d'ouverture face au Burkina Faso et peut-être 2 matchs après. C'est-à-dire avoir Zambo, Ongla et qui sont dans le même registre un peu, c'est-à-dire de très bons récupérateurs, avec la seule différence que Zambo a quelque chose de plus que Ongla et ou alors qui joue encore souvent la Koundé Malone, ou le jeune Stéphanois, je crois, c'est... Voilà, qu'on n'a même pas encore vu jouer. Je crois Onana, certains Onana. Bon, sauf que Zambo Anguissa, n'est-ce pas, est 50% un peu offensif, sinon parfois 60%, et 40% un peu, ou 50% défensif. Tel qu'il est utilisé dans Naples, Zambo joue toujours en milieu offensif, n'est-ce pas, un peu avancé. Par rapport à et Ongla, n'est-ce pas, qui sont vraiment des milieux défensifs. Donc, parce que là où Zambo est, ça veut dire que si c'est ça, si c'est cette équipe qui va jouer, ça veut dire d'abord déjà que nous voulons assurer un peu nos bases arrière et en privilégiant, n'est-ce pas, la récupération beaucoup plus vers le milieu du terrain, mais la relance, n'est-ce pas, qui est aussi très importante parce que il faudra bien qu'on joue pour gagner et pour jouer et avoir pour objectif de gagner, il faut avoir des bons ballons, des gens qui peuvent être un peu, qui peuvent faire plus que récupérer et donner juste là à côté, des gens qui peuvent non seulement récupérer et donner un peu une passe, comme on dit, une dernière passe qui est décisive. Nous avons des Aboubakar, nous avons Toko Ekambi qui n'attendent que ces passes parfois décisives et compte tenu des appels de ballon, n'est-ce pas, qu'ils font, et que ces joueurs tardent souvent à vite voir. Donc, ces milieux présagent déjà de la manière avec laquelle, n'est-ce pas, de la manière avec laquelle nous voulons aborder ce match. Ce sera un match un peu défensif. Nous jouerons un peu défensif. Comme je l'ai dit, quand vous voyez, donc, ces 3 joueurs à tempérament, n'est-ce pas, défensif. Or, si on avait mis un joueur à côté de Vincent Aboubakar, qui est beaucoup plus un milieu vraiment 70% offensif et 30% ou 35% défensif, ce serait une bonne, n'est-ce pas, un bon relais entre ces milieux défensifs et l'attaque. Et pour donner des bons ballons. Et c'est pour cela que, bon, je ne sais pas si, comment on l'appelle, Choupo-Moting est blessé. Je ne comprends pas, non seulement avec l'expérience dont il dispose et l'envie qu'il a de vouloir s'imposer, parce que vous savez, il ne joue pas beaucoup un peu dans le Bayern de Munich, n'est-ce pas? Il ne joue pas beaucoup dans le Bayern de Munich, il fait souvent des matchs, tout ça, ainsi de suite. Il a envie effectivement de se remettre en valeur, de dégager toute l'énergie qu'il accumule. Et comme je l'ai dit, avec sa vision, avec le sens de sa dernière passe, ça peut nous être utile pour Moumi Ngamal, pour Vincent Aboubakar et pour Toko Ekambi. Donc, c'est ces relais. Aujourd'hui,
nous risquerons de subir, enfin demain, nous risquerons, si c'est ce milieu qui est reconduit, nous risquerons beaucoup plus de subir, n'est-ce pas, le match de la part avec les Égyptiens, n'est-ce pas, qui risquent de s'approprier ces milieux du terrain, puisque le nôtre aura toujours tendance à replier, c'est-à-dire à jouer son rôle défensif. Alors, Casemir, avec votre expertise dans l'entraînement, alors dans ce genre, n'est-ce pas, de rencontre, de match, est-ce qu'il sera peut-être question pour les Lions d'aller à l'abordage tout de suite sans round d'observation? Bien entendu, il faut contrôler le jeu, il faut donner le ton, il faut être maître de toutes les situations. Il va falloir poser des problèmes aux Égyptiens. Dès l'entame. Oui, d'entrée de jeu, il faut donner le ton, il faut annoncer les couleurs, il faut contrôler tout le jeu, il faut qu'on soit une équipe d'action au lieu d'être une équipe de réaction. C'est-à-dire que c'est nous qui devons poser les problèmes aux Égyptiens, ce sont les Égyptiens qui doivent chercher à résoudre les problèmes. Ce n'est pas à nous de chercher à résoudre les problèmes que vont poser les Égyptiens. Nous, on doit poser les problèmes aux Égyptiens. Et bien le poser, si la réalisation pourra encore nous faire voir le dispositif, parce que quand vous regardez quand même le dispositif, vous allez vous rendre compte que en définissant les... Voilà, quand vous regardez le dispositif, vous avez comme l'impression que de façon permanente, on aura quand même 5 joueurs devant. C'est une triangulation offensive, c'est-à-dire avec une pointe arrière, un triangle avec une pointe arrière. C'est-à-dire qu'on aura quand même 5 joueurs dans le camp égyptien. Maintenant, je me réfère à leur dernier match. S'ils reproduisent la même chose, parce qu'on a vraiment joué haut, on a pressé, on a donné le ton, et vous avez vu les milieux de terrain comme Hongla et Umgwet, ils ont fait des passes décisives. Ils ont même frappé dans le but. Ça veut dire qu'on était porté vers l'avant. Moi, mon problème, c'est au niveau de refermer les portes que nous ouvrons souvent. La transition défensive, c'est là où nous avons quelques difficultés. Et face à cette équipe qui est quand même mature, l'équipe égyptienne, il faudra de la permanence. On part d'une défense de 4, il faudra toujours être à 3 derrière pour qu'on n'arrive pas à se faire éliminer à tout bout du champ. Les couvertures latérales, je pense qu'on a corrigé ça et on a vu ça contre la Gambie. Mais pour revenir véritablement à votre question, il est très important de souligner que lorsque vous donnez le ton, l'adversaire se met en manque de confiance. Si on peut priver les Égyptiens du ballon dès les 5 premières minutes, ils vont se mettre en doute, en manque de confiance. Nous, on sera en confiance. Donc, vous faites bien de poser la question. Dans ce genre de match, c'est le Cameroun qui doit donner le ton. En confisquant le ballon et en se projetant rapidement. Et surtout, en mettant l'impact physique. Moi, j'ai rigolé hier quand Yannick parlait. Cette équipe égyptienne, je crois, a fait 2 prolongations. Ça va se jouer. On peut également, je parlais avec vous l'autre jour en off, qu'on peut également les prendre à l'usure. On peut les prendre à l'usure parce qu'ils ont fait 2 prolongations. Et je crois que c'est l'entraîneur, je ne sais pas, qui avait constaté que les Égyptiens avaient des difficultés physiques lors d'un match. Et oui, c'était l'entraîneur ivoirien. C'est pour ça que quand ils sont arrivés aux prolongations, il a mis les joueurs de vitesse, malheureusement, ils sont allés perdre au tir au but. Mais ces Égyptiens auront un déficit physique si nous imposons l'impact physique parce qu'ils ont fait 2 prolongations, si je ne me trompe. Donc vous faites bien de poser cette question. À mon avis, c'est le genre de match où c'est le Cameroun qui doit imposer le rythme. Nous devons contrôler le jeu. On ne doit pas laisser des espaces. Parce que si on laisse des espaces, les Égyptiens vont se mettre en confiance. Eux-mêmes, comme ils sont très adroits, ils sont très habiles, ils peuvent nous imposer des temps morts, des temps faibles pour arriver au tir au but là où ils sont très adroits. Et eux, ils ont la chance qu'ils ont déjà fait cette épreuve de tir au but. Les Camerounais n'en ont pas encore fait. Ça peut nous faire des surprises malheureuses. Alors, coach, une autre remarque, c'est que les Camerounais ont souvent un problème de marquage. Parfois, des joueurs comme Salah se retrouvent seuls, pas forcément Salah parce qu'on n'a pas joué contre l'Égypte encore, mais des joueurs dangereux de la cabine, n'est-ce pas, de Salah se retrouvent seuls parce qu'il y a un problème de marquage. Oui, et ça ici maintenant, ça dépend, n'est-ce pas,
de ce que nous appelons souvent dans notre jargon du plan de jeu qui sera appliqué pour ça là. C'est-à-dire que dans la stratégie, dans l'organisation tactique générale, on peut donc mettre un plan, n'est-ce pas, pour le mettre en difficulté de jeu, pour vraiment, à défaut de faire éteindre Tala, parce que Salah, parce que c'est quand même difficile d'éteindre comme ça un jeu de classe mondiale, un génie, mais vraiment diminuer un peu son impact sur le jeu, diminuer son impact sur le jeu. Donc il faudra un plan de jeu, n'est-ce pas, dans l'organisation tactique générale choisie par Conceição. Donc ce n'est pas qu'il faut mettre un garde du corps ou deux gardes du corps sur Mo Salah comme ça se faisait avant. Non, aujourd'hui les gens savent comment contourner ce genre de truc, mais faire que dès qu'on a perdu le ballon, et n'est-ce pas qu'on commence, n'est-ce pas, à mettre en place ce plan, n'est-ce pas, pour que Mo Salah ne se déploie pas, ne se déploie pas aussi librement comme il l'a souvent fait au cours de certains matchs de cette CAN. Donc ce sera certainement ça. Mais sinon, je pense, quand Casimir m'a parlé de l'impact physique, oui, l'impact physique ici signifie que vraiment, sur le plan, comment on dit ça, de l'endurance, de la résistance, avec tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, ajouter comme pressing, comme marquage, comme repli, comme se reprojeter vers l'offensive. C'est tout ça qui fait l'impact physique. Donc il y a l'offensive, quand vous êtes en possession du ballon, il y a la défensive, avec, n'est-ce pas, toutes les qualités défensives qu'il faut, tout comme quand vous êtes sur le plan offensif, des qualités offensives qu'il faut, par exemple les démarrages, la vitesse, les changements de direction, et tout ça ainsi de suite, les attaques rapides, les 1-2 machin. Il faut être prêt. Et quand vous êtes sur le plan défensif, ça commence là où on a perdu le ballon. Il ne faut pas dire que ce sont défenseurs, dépouillez-vous là-bas. Non, là on a perdu le ballon, tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle un impact physique, c'est-à-dire la condition physique générale de toute l'équipe par rapport à ce que peut avoir physiquement chaque joueur, c'est-à-dire chaque joueur physiquement doit être déjà bien préparé pour que ça fasse un collectif, n'est-ce pas, physique, et qui donne cet impact donc général. Et pas que si par exemple 2 ou 3 traînent un peu le pied, ça aussi a un impact négatif sur le plan physique. Alors Casimir parle, n'est-ce pas, de jouer haut, et en jouant donc haut maintenant, comme vous le dites tout à l'heure, il peut avoir des attaques rapides. Est-ce que les Camerounais sont-ils véritablement habiles dans ce genre, n'est-ce pas, de jeu, de stratégie technico-tactique? Il faut dire ici, Emmanuel Jonas Kana, que je crois que nous avons fait le débriefing de ce match ici, Cameroun-Gambie. Je crois que les Gambiens nous ont donné un plateau en or. N'est-ce pas, un plateau en or pour étaler vraiment ce qu'on sait faire avec le ballon. Tant sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique, sur le plan psychologique. Vraiment, tout y était pour l'équipe du Cameroun. C'était vraiment une équipe... j'allais dire parfaite. J'allais dire parfaite. Sauf que la Gambie n'est pas l'Égypte, hein, dans ce cas d'espèce. Mais c'est à ça que je veux aboutir. Voilà. C'est à ça que je veux aboutir. Bon, maintenant, nous aurons quand même l'Égypte qui ne va pas aller se recroqueviller, n'est-ce pas, dans sa moitié de terrain. Ah non, sauf si cette Égypte-là change, et surtout... ce sera quand même un match qui vous propulsera en finale, où vous rentrerez, en fait, où vous propulsera pour le match de classement, de troisième place. Donc que ce soit le Cameroun, que ce soit l'Égypte, vraiment personne ne viendra jouer avec
spectateur. Voilà, d'abord pour défendre, machin, tout ça. Non, mais on défendra quand il faut défendre et on attaquera quand il faut attaquer. Ah oui, parce qu'il faut maximiser ses chances pour attaquer et marquer, et maximiser ses chances pour défendre et préserver l'acquis, si jamais on a déjà marqué un but ou deux. Donc, alors qu'avec la Gambie, vraiment, ils nous ont laissé le temps de jouer et tout et tout. Je ne dis pas que c'était facile, mais tout au contraire, les Lions ont prouvé là qu'ils avaient... Ils se sont fait prendre dans leur propre piège. Voilà, des ressources morales, des ressources tactiques, des ressources techniques. Vraiment, tout y était, les Lions l'ont prouvé. Face à cette manière de jouer de la Gambie. Or, avec l'Égypte là tout à l'heure, demain, je ne pense pas que ce soit le même contexte. Donc, c'est pour cela que nous parlons d'ailleurs du dispositif qui est mis sur le terrain. Si nous n'avons pas des joueurs capables, n'est-ce pas, d'attaquer, capables de faire des passes décisives, des dernières passes comme on l'appelle souvent, si nous n'avons pas des joueurs capables, quand nous avons perdu le ballon, de commencer à défendre, tout ça, ça ne se fait pas en marchant. Tout ça se fait en courant. Voilà ce qu'on appelle l'impact physique. Autant tu viens d'attaquer en courant, en accélérant, autant dès qu'on perd le ballon, on te revoit courir, machin. Si tout le 11 fait cela, ça te fait un bloc de joueurs qui, sur le plan offensif, sont en bloc, sur le plan défensif, ils sont en bloc. Et c'est parfois difficile, n'est-ce pas, de pouvoir trouver certaines failles. Ce n'est pas que c'est introuvable, mais c'est difficile de trouver certaines failles pour marquer le but. Alors, Casemir, tout compte fait, vraiment restons réalistes, restons objectifs, tout compte fait, Mo Salah reste comme une sorte d'épée de Damoclès sur les lions indomptables. Tout compte fait. Épée de Damoclès, c'est un peu excessif, mais c'est le premier danger qu'il faudra, comment on va dire, qu'il faudra enrayer. Oui, c'est le premier danger. Le Mo Salah reste un joueur très très difficile à mettre en difficulté. Et je crois que l'équipe nationale du Cameroun certainement a déjà... Surtout que parfois il donne l'impression d'être moribond, d'être... Oui, c'est un joueur très mature. Si quand vous regardez son but... Malicieux même, hein? Oui, c'est ça. Je suivais Roger Mila hier, et quand il parlait de leur match, je crois, en 88. C'est-à-dire qu'il y a des attaquants qui savent à quel moment ils doivent faire un déplacement ou à quel moment ils ne doivent pas faire un déplacement. Et vous avez vu le match contre le Maroc, sur le corner, il savait que sur le plan vertical, sur le plan aérien, il n'a pas des atouts. Il s'est extirpé de la masse où il y avait, il était supposé avoir des duels aériens. Il s'est retiré, il est allé se mettre, il a anticipé une zone morte qui avait été abandonnée par les Marocains. Et quand les gens ont fait le duel aérien, ça a retrouvé le gardien qui a repoussé parce que ne pouvant pas prendre le ballon une fois. Ça a retrouvé Salala. Et il lui a fallu juste cette intelligence pour ouvrir le plat du pied, pour utiliser la grande surface qui est faite pour la précision et la sécurité. Il a utilisé cette surface et ça a fait but. Donc c'est des joueurs inspirés qui ont un temps d'anticipation plus avancé que les autres joueurs. Maintenant, quand vous avez ce genre de joueur, et c'est Manus qui le disait, vous n'allez pas concentrer toutes vos énergies sur lui. Si vous le faites, vous êtes à l'avantage. Moi, c'est ce que Roger Mila disait, c'est-à-dire que vous avez vu que les gens ont commencé à barrer Roger Mila, ça a libéré les espaces aux autres pour marquer des buts. Donc, on ne peut pas concentrer toutes nos énergies sur Mo Salah, bien qu'il soit un joueur capable de faire la différence à tout bout de temps. Je pense que dans le plan de jeu, on va faire une attaque à outrance avec une attention particulière sur Mo Salah. C'est pour ça que je parlais d'une défense permanente. Donc il va falloir qu'il y ait toujours le dispositif tel que si nous avons perdu le ballon, et ça c'est des choses qu'il faut simuler aux entraînements. C'est-à-dire qu'on a attaqué, on a perdu le ballon. Où est-ce qu'il faut déjà... Et on peut même dire, c'est pas Salah qui est important,
c'est la source. L'équipe vont lui donner les bons ballons. Parce que, comme le disait Manus, s'il y a des joueurs qui marchent, qui ne peuvent pas constituer le premier danger contre Salah à la perte de balle, ça serait trop tard, ça serait difficile. Donc je pense que dans le plan de jeu des Lions indomptables, certainement ils vont faire des attaques à outrance, mais ils vont mettre une attention, une vigilance et une rigueur particulièrement sur Mo Salah qui peut faire la différence. Alors là, vous parlez, n'est-ce pas, de rigueur. Je suppose que c'est une rigueur défensive. Et vous savez très bien que Mo Salah raffole des duels pour obtenir des fautes dans la surface de réparation. Non, une rigueur dans le jeu. Même quand on sera en situation d'attaque, il faudra mettre de la rigueur. Si on ne met pas de la rigueur dans la des gens comme Faye Collins, des gens comme Gameleux, qui sont agressifs, mais il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Il faut une agressivité sportive. Voilà. De toute façon, il va falloir qu'on soit présent. Les duels, il faudrait que c'est nous qui les gagnons. Il faudrait que c'est nous qui les gagnons. On l'a fait avec la Côte d'Ivoire. On a vu Ayler qui a 11 buts en 10 matchs en Champions League. On a coupé la source des Ivoiriens. On l'a muselé et il n'a pas marqué de but. Ça peut également arriver à Mo Salah. C'est comme le disait Manus, c'est quel est le plan de jeu au niveau de l'organisation défensive. Et c'est pour ça que je parlais de la permanence. C'est-à-dire que si on a huilé ça, on va attaquer les Égyptiens. Et comment est-ce que nous allons défendre? C'est de ça qu'il est question. Certainement, ils ont huilé ça. On dit attention, ils ont quand même une arme. Comme nous aussi, certainement, ils ont huilé que nous on a 2 armes offensives. On a 2 gars qui sont en réussite. Toko Ekambi et Vincent Aboubakar. Mais, Emmanuel, quoi qu'on dise, Salah reste un joueur capable de faire la différence à tout moment, à tout bout de temps. Mais maintenant, aux entraîneurs de pouvoir mettre des stratégies qui ne seront pas, qui ne mettront pas Salah dans les bonnes prédispositions. Il ne faut pas qu'il se retrouve en situation de but, il ne faut pas qu'il se retrouve en situation de passe de but. Alors, Jean-Paul Akono, quelque chose aussi de très fondamental, les pharaons, les Égyptiens aiment de la provocation. Donc, il faudra que les Lions puissent l'intégrer pour ne pas tomber dans cette erreur. Bien sûr, je pense que ce n'est pas la première fois que la plupart des Lions qui seront alignés demain auront rencontré les Égyptiens. Et leurs aînés les ont souvent rencontrés. Nous le savons, pas seulement l'Égypte, mais tous les pays maghrébins du Maghreb, là-bas, ils aiment toujours... Est-ce que je vous coupe pas, Jean-Paul? Est-ce que vous savez que ces Maghrébins, c'est-à-dire que les Marocains et les Égyptiens, ont bagarré dans les vestiaires? Si, certainement. Oui, c'est pour ça qu'il y a un Égyptien qui est suspendu, il y a une amende à payer aussi parce qu'ils n'ont pas répondu présent à la conférence de presse d'avant-match. Voilà, ils ont bagarré justement dans les vestiaires. Oh, mais les échauffourées qui a eu lieu sur l'aire de jeu. Sur l'aire de jeu. Mais dans le vestiaire, c'était très chaud. C'est lui, dans les réseaux, ils ont continué le match là-bas. Un autre match, la troisième étape. Non, je crois qu'ils ont toujours ça, n'est-ce pas? Et la plupart des pays du Sud-Sahara savent bien cela et ne répondent pas souvent à toutes ces provocations. Et la meilleure manière, vraiment encore, de les ramener vite à la normalité du jeu, c'est de leur flanquer un but. Et là, ils vont voir qu'eux-mêmes, ils ne doivent plus perdre de temps ou chercher à provoquer les joueurs pour vous énerver. Parce que le but de ça, c'est de chercher à avoir un carton rouge. Tout à fait. À faire avoir à l'adversaire un carton rouge. Et profitons donc de la supériorité numérique qui peuvent maintenant dérouler leur jeu. Ça, nous le savons déjà et je crois que les gens qui sont tout autour des joueurs, c'est-à-dire l'encadrement technique, leur fera dire ça, à savoir ne pas tomber, n'est-ce pas, dans ces gestes des situations de jeu de provocation des Égyptiens. Bon, sinon, moi je pense que peut-être nous focalisons l'attention sur Mohamed Salah, mais je pense aussi que nous avons nos joueurs qui leur font aussi terriblement peur, et surtout notre valeureux capitaine
Vincent Aboubakar, qu'ils ne sont pas oubliés depuis 2017. Alors, ils n'ont pas oublié depuis 2017 pour leur avoir flanqué un but victorieux, un but de la Coupe, parce que nous prenions notre 5e trophée continental grâce à ce but de Vincent Aboubakar. Et demain donc, Casimir, que peut-on attendre de Vincent? Il a essayé, et je dirais même qu'il a tout essayé pour mettre, n'est-ce pas, au fond, contre la Gambie. Malheureusement, il aura manqué de réussite. Il faut d'abord dire à nos téléspectateurs que Emmanuel, vous êtes très ingénieux parce que vous avez fait allusion à quelque chose de très important. Et ça, l'entraîneur se doit de dire aux joueurs de ne céder à aucune provocation quelconque. Parce que, quel que soit le cas, toutes sortes de provocations. Ça peut être ton propre partenaire qui te provoque, il ne faudra pas céder. Ça peut être l'arbitrage, il ne faudra pas céder. Et tout le monde sait que nos frères maghrébins, ils ont l'art de la provocation et de geler le jeu. Ils savent vous soumettre des temps faibles qui n'ont pas le droit d'être. D'ailleurs, ils ont commencé à recuser l'arbitre. Je crois que vous avez cette information. Les Égyptiens ont recusé l'arbitre qui a été désigné pour ce match. On attend que la commission à la CAF se décide. Les Égyptiens ont déjà recusé l'arbitre. Ils ont commencé la provocation. Et ça se retourne souvent contre eux quand vous faites exactement comme disait Manu. C'est-à-dire que vous leur flanquez tout de suite le premier but, ils vont s'affoler, ils vont oublier. Alors, ils récusent l'arbitre pour quel motif fondamental? Ils estiment que c'est un arbitre qui ne leur a pas souvent fait beaucoup de cadeaux et qui a beaucoup réussi au Cameroun. Donc, ils ont commencé la provocation. Donc, l'arbitre de quelle nationalité? Je crois que ça doit être un Éthiopien, un Gambien. Ça doit être un Gambien. Donc, voilà, donc maintenant par rapport à votre question qui m'a échappé, certainement vous vous interrogez sur, vous me rappelez les provocations. Les provocations, voilà, donc les provocations sont une arme. Même les attaquants provoquent les défenseurs. Tout à fait. Il veut te sortir du match pour que certainement l'arbitre, parce qu'en réalité, quand l'arbitre n'a pas vu la faute que l'attaquant a faite sur toi, quand tu réponds, l'arbitre voit et c'est toi qui es sanctionné. Donc il faudra faire très très attention. Il faudra céder à aucune provocation, à une provocation quelconque. Quelle que soit la provocation, il faudra vraiment être au-dessus de ça. C'est pour ça qu'au niveau de l'état d'esprit, il faudra être prêt à toutes les circonstances de match. Ce qui est sûr, et c'est Manius qui le disait, les Égyptiens savent qu'on a quand même à présent 2 armes en réussite. On a Vincent Aboubakar, on a Toko Ekambi, on a éventuellement Ngamale qui n'a pas encore marqué, qui risque de marquer, parce que la tension sera aussi sur Toko et Vincent Aboubakar. Ça peut permettre à Ngamale et même à Zambo Anguissa de marquer, parce que maintenant, comme je crois que c'est vous, Manius, qui le disait, là où Zambo a un peu de repères, c'est lorsqu'il joue dans le camp adverse, il est capable de frapper dans le but ou bien de faire une passe de but, ce qu'il fait à Naples. Donc même les Égyptiens, pendant que nous, on aura peut-être maladroitement une focalisation sur Mo Salah, et ils auront une focalisation sur au moins deux de nos joueurs. Donc ça veut dire que nous partons même déjà sur le plan des statistiques avec même chez Zambo Anguissa. Même chez Zambo Anguissa, on a des gars. Chez eux, ils ont peut-être Trezeguet qui peut aussi s'intégrer pour faire la différence. Mais je pense que le Cameroun se devra de jouer calmement, de ne pas s'affoler et de respecter l'adversaire, mais être l'équipe la plus engagée, la plus présente sur l'aire de jeu. Et même la plus disciplinée. Hein? Oui, j'en ai parlé. Puisque si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas être coordonné. Vous allez mettre le pied là, il fallait mettre la tête, ou mettre la tête là, il fallait mettre le pied. Il faudra, et la discipline même c'est quoi? C'est pouvoir bien faire les choses. C'est ça la discipline. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous allez faire le contraire des choses. Et quand vous faites le contraire des choses, Emmanuel, rassurez-vous, ça se retournera contre vous. Donc vous faites bien de rappeler, il faudra une discipline exemplaire. J'allais dire systémique. C'est-à-dire que dans tous les paramètres de performance, si vous n'avez pas la discipline sur le plan tactique,
C'est-à-dire qu'au moment où il faut refermer les portes que vous avez ouvertes, parce que généralement, pour déséquilibrer un adversaire, il faut que vous-même vous déséquilibrez. Et c'est quand il faut rétablir cet équilibre que... Mais si vous n'avez pas déjà cette discipline, la discipline s'impose, Emmanuel, vous faites bien de le rappeler. Voilà, Casimir, mais la discipline, comme vous l'appelez, systémique, n'est pas synonyme de la passivité. Non, du tout. D'ailleurs, ça s'apparente à la rigueur. Parce que vous voyez, quand on parle de la discipline, on fait des allusions, par exemple, aux forces de l'ordre, à l'armée. Et vous savez que l'armée, c'est la niaque. Donc la discipline, ça s'apparente un peu à la rigueur, hein, au sérieux. Et moi, quand je dis aux garçons d'être disciplinés, je dis non, je préfère enlever discipline, je préfère vous dire d'être sérieux, d'être méthodique. C'est un peu de la rigueur. C'est de ne pas faire de la demoiselle, c'est d'être sérieux, de bien faire, avec un peu beaucoup plus d'harmonie. C'est ça la discipline, c'est que vous êtes sérieux, vous êtes rigoureux, vous ne faites pas dans la dentelle. Alors, il ne faut pas faire dans la dentelle, Jean-Paul Akono, ça veut dire que, comme je parlais de passivité, il ne faut pas que même si on vous met le doigt dans l'œil, vous commencez plutôt à applaudir, n'est-ce pas, l'Égyptien. Il faut aussi, quelque part, les intimider, mais avec beaucoup de manières et de droits. Mais pour éviter ces manières avant, Jean-Paul, oui, il faut agir, il ne faut pas réagir. C'est-à-dire que si vous êtes en situation d'action, c'est les autres qui vont se rebiffer. Mais si vous êtes en situation de réaction, ça va devenir très difficile. Donc on doit être aujourd'hui, demain, et apparemment nous tous sur le plateau on a anticipé, même nos téléspectateurs pensent que les Lions aujourd'hui. Demain, les Lions devraient être une équipe d'action au lieu d'être une équipe de réaction. Et Jean-Paul? Oui, ça résume un peu tout. Vous savez, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, et surtout que on a renforcé un peu les mesures ont été renforcées, n'est-ce pas, pour détecter certaines provocations. Même si l'arbitre n'a pas vu, les gens qui sont dans ce que nous appelons aujourd'hui la VAR vont dire à l'arbitre, monsieur l'arbitre, venez quand même voir. Peut-être vous n'avez pas vu, mais venez voir. Et quand il va voir, bon, il prend la sanction qui s'impose. Donc, la passivité, oui, moi je veux. Quand vous savez que on va le sanctionner, si vous réagissez, vous serez sanctionné à deux. Si je vous donne un coup de poing pendant le match, vous aussi vous me donnez un coup de poing, l'arbitre ne va pas retenir que c'est parce que je vous ai d'abord donné un coup de poing qu'on doit me sortir. Non. Je vous ai donné un coup de poing, vous avez réagi, vous m'avez donné un coup de poing, nous deux. Vous avez fait la même faute. On va continuer la bagarre dans les vestiaires. C'est pour dire que on vous donne un carton rouge. Donc, je pense que nous n'avons pas de temps à perdre, n'est-ce pas, sur ce genre de choses. C'est tombé encore peut-être dans la provocation des Égyptiens. C'est sûr, il y en aura. Non, certainement. Tomber c'est dans indubitable. la provocation des Égyptiens. Tout ce qu'il faudra, c'est que nous soyons concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est le ballon. L'essentiel ici, c'est de savoir comment arriver dans le but adverse. L'essentiel ici, c'est de se concentrer pour mettre le ballon au fond quand il faut le mettre au fond, pour donner pour frapper, n'est-ce pas, quand il faut frapper, pour défendre quand il faut défendre, et tout et tout. Le reste, vraiment, que tu sois provoqué, machin, ce n'est pas ton problème, c'est le problème. C'est pour cela qu'il y a un arbitre. C'est l'arbitre qui, n'est-ce pas, se charge des provocations dont vous êtes victime. Voilà, il parle des arbitres, justement, Casimir. Les arbitres devront être aussi très vigilants, ne devront pas être faibles face à ces pressions à répétition des pharaons d'Égypte, parce qu'avec leur pression, ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, influencer une situation arbitrale. Mais bien sûr, on le fait, c'est une forme de tricherie. On le fait pour tirer les avantages sur le plan arbitral. Alors, quelquefois, on n'a pas d'argument, on s'appuie dans ces provocations-là. Donc, je crois que les arbitres devraient d'être eux-mêmes capables d'imposer leur personnalité, parce que l'arbitre a besoin de cette personnalité. Sauf que ça, je le dis, et je prends en témoin nos téléspectateurs, les arbitres africains font la différence entre
le sport et la gendarmerie. C'est-à-dire que les arbitres africains se comportent comme... Et ils nous disent même parfois, hein, ils vous disent qu'après Dieu au ciel, c'est nous à terre. Mais ceux qui sortent souvent du cadre du jeu, c'est eux qui ont du mal à diriger jusqu'au terme des rencontres dans le bon sens. Mais ceux qui s'intègrent dans la logique, ils font partie des acteurs réussis souvent. Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour le Camerounais Alim, qui a su plusieurs fois tenir des matchs à enjeu. Parce que généralement, c'est l'enjeu qui sort tout le monde de la logique. On a oublié le jeu et tout le monde s'intègre dans l'enjeu, parfois qui amène les gens à oublier que c'est le jeu et pose des actes quelquefois mal maîtrisés par les arbitres. Donc je crois que, et même, on est en train de dire, pour une fois, on a vu une CAN où les arbitres n'ont pas suffisamment été à la hauteur. Quelques-uns se sont réfugiés derrière la VAR. C'est-à-dire qu'ils veulent faire corriger leurs erreurs par la VAR. Il y a des situations où l'arbitre n'a pas besoin d'aller à la VAR. Mais comme il n'est pas sûr de lui-même, il va donc se coquiller derrière la VAR. Mais vous faites bien de le relever. Les arbitres ont l'obligation dans ce genre de match d'enjeu d'être au-dessus et de pouvoir transcender les situations, par exemple de provocation, d'être à la hauteur parce que eux-mêmes ils sont acteurs. Bon, ils peuvent aussi faire des erreurs parce qu'il y en a qui nous ont demandé que quand votre joueur rate le penalty là, n'est-ce pas, c'est aussi une erreur. Eux aussi, mais eux ils oublient que leurs erreurs sont souvent l'erreur d'un arbitre irréparable. Parce qu'on peut chasser un entraîneur à cause d'une erreur d'un arbitre. Une nation peut perdre un match capital à cause d'une erreur d'un arbitre. Donc, vous faites bien de le relever. Les arbitres se doivent d'être à la hauteur. Dès qu'ils vont se mettre dans la posture d'acteur de la rencontre, ils s'en sortiront. Mais lorsqu'ils voudront, vous regardez parfois leur gestuelle, vous vous demandez si il y en a quand ils avancent vers le joueur, c'est comme s'il est prêt à boxer le joueur. Donc même leur posture peut dénaturer une rencontre. À ce niveau de compétition, les arbitres se devraient de se comporter d'abord comme les acteurs majeurs et d'être à la hauteur de la compétition. Acteur majeur et être à la hauteur de la compétition pour les arbitres, Jean-Paul Akono, je pense que c'est une remarque assez fondamentale. Oui. Je crois que c'est vraiment primordial même. C'est pour cela d'ailleurs qu'on leur a fabriqué cette histoire de la VAR, justement pour les assister afin de réduire vraiment les décisions subjectives, minimum la marge d'erreur, vraiment minimum. C'est pour cela que vous allez voir avant, quand il n'y avait pas la VAR, dès qu'ils accordaient un but, c'était accordé. C'est tout. Ils ne pouvaient plus jamais revenir. C'était péremptoire. Hein? C'était péremptoire, c'était clair. Maintenant, aujourd'hui, on leur dit non, attention. VAR. Dès qu'ils vont voir, ils viennent, ils disent que oui, effectivement. Ouais, ils se dégagent de beaucoup de responsabilités. Même s'ils sont toujours juges. Si parfois en justice, on peut faire aussi la VAR dans nos prétoires, n'est-ce pas, au niveau de la justice là-bas, mais vraiment les magistrats feraient beaucoup de choses changeraient. Hein? Beaucoup de choses changeraient. Si on peut trouver la VAR, une VAR de la justice civile au niveau des tribunaux, je vous assure, ce serait formidable parce que ça aide beaucoup au football et les arbitres vous diront. Ce n'est pas moi. C'est ça justement. C'est pour cela qu'il fait d'abord le cadrage. Là, ce n'est pas moi. Là, vous n'allez plus venir sur lui. Vous allez faire quoi? Rien. Donc, je crois que c'est pour cela. Donc, ça aide beaucoup les arbitres. Et puis, ça crédibilise, n'est-ce pas, les résultats de match. Depuis que ça existe, là où ça existe, vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui ne disent plus que oh, l'arbitre nous a fait ceci, l'arbitre nous a fait cela. Pourquoi? Parce qu'on va dire non, l'arbitre a accordé, mais il a annulé le but quand il est parti voir que effectivement la VAR a vu autre chose que lui. De Maradona n'aurait jamais donné la Coupe du Monde à l'Argentine. Par exemple, Maradona n'aurait jamais le but. C'est une main de Dieu. N'aurait jamais. Serait devenu la main du Dieu. Et c'est pour cela que justement il dit que c'était la main de Dieu puisque l'arbitre ne l'a pas vu.
n'avait pas vu cette main. Et il n'y avait pas de VAR à l'époque. Dès que l'arbitre a déjà pointé le centre, c'est fini. C'est fini. Donc, moi je pense que ça aide beaucoup les arbitres et ça transforme même les arbitres parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Ils disent que certes, ils sont les maîtres du terrain, mais on a mis aussi un maître au-dessus d'eux, qui est là-bas. Voilà, Casemiro, allons-y maintenant dans le conseil technique, n'est-ce pas, du jeu. Que diriez-vous à chacun des joueurs camerounais qui sera demain dans le 11 entrant, en commençant par Vincent Aboubakar? Quels sont les conseils pratiques, techniques que vous pouvez lui prodiguer? Je vais commencer par l'essentiel, c'est la tête. Parce que, comme je vous le disais, sur le plan mental, il faut que Vincent soit en confiance, qu'il marque ou qu'il ne marque pas, que l'équipe nationale marque. Il doit rester là où il va faire mal à l'adversaire. Donc, moi, je peux aujourd'hui circonscrire une zone où il doit être, peut-être pendant 30 minutes, pour qu'il soit décisif. C'est laquelle zone? C'est proche du but adverse. Il doit fixer la défense. Il doit être proche du but adverse. Donc il doit se balader dans cette zone où il fera mal à l'adversaire. Parce que il lui est arrivé de faire beaucoup d'efforts défensifs et ça puise dans sa lucidité. C'est pour ça qu'à un moment, certains de ces gestes ne sont pas efficaces. Il y a un bon nombre de personnes qui peuvent faire ce travail de récupération. On peut sacrifier certaines personnes pour lui ou bien pour Toko et Kambi. Donc il faut que Vincent soit capable de se retrouver régulièrement là où il peut faire mal aux Égyptiens. Soit en marquant un but, soit en faisant une passe de but. De rester en confiance. Je sais que il est très attiré par cette envie d'être meilleur buteur du tournoi. Mais ça peut se retourner contre lui. Contre nous même, hein, contre nous. Oui. Donc, qui reste dans cette logique de tirer ses camarades vers le haut. Parce que l'état d'esprit de Vincent, depuis le début de la compétition, a montré que, je vous l'ai dit en préambule de mes propos ici, jamais j'avais trouvé Vincent capable de se battre, faire 65 mètres de course défensive. Pour un attaquant, c'est extraordinaire. Ça exprime la détermination du groupe, y compris lui. Donc, je dirais à Vincent, même pendant 30 minutes, concentre-toi à être d'abord là où tu feras mal aux Égyptiens, que les autres travaillent pendant les 30 minutes là. Tu peux, après ces 30 minutes, venir aussi participer pour les aider, pour qu'eux aussi ils retrouvent de l'énergie. Donc, il peut souvent alterner ses efforts, pourvu qu'il soit dans sa zone de prédilection, là où il ferait mal aux Égyptiens. Ça, c'est un conseil que je donnerais à Vincent. Et qu'il sache que il est devenu l'enfant chéri de la République. Il ne devrait pas décevoir. Il est devenu l'enfant chéri de la République. Je dirais même qu'il est devenu le label, hein, des Lions Indomptables. Alors que diriez-vous à Vincent Aboubakar, Jean-Paul Akono, pour le match de demain? Mais de continuer à manifester l'état d'esprit qui l'anime et qu'il communique si bien qu'il transfère, n'est-ce pas, à ses autres camarades, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette volonté, n'est-ce pas, de vouloir aller plus haut, c'est-à-dire de vouloir toujours gagner, se qualifier jusqu'à l'apothéose finale du 6 février prochain. Je lui dirais aussi, et ça fait partie de ses prérogatives en tant que capitaine, vraiment il doit être le général, comme on dit, le général de cette armée des Lions Indomptables version football. Je lui dirais aussi, c'est bien, il veut être certainement meilleur buteur de cette CAN, peut-être établir un record qui rivaliserait avec d'autres qui l'ont établi, pourquoi pas peut-être les surclasser, c'est possible, mais savoir que quand il ne peut pas marquer et qu'il a plutôt la possibilité de faire marquer quelqu'un d'autre, qu'il le fasse. Mais quand il peut marquer,
qu'il marque, parce que ça c'est aussi la marque d'un très grand joueur. C'est-à-dire, il prend sur lui, il dit, mais comment? Je peux refuser de faire la passe, il peut faire la passe, il se dit, mais je marque. J'efface 2 joueurs, tac, 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 et puis, poum, je tire, je marque et tout ça. Ça, c'est la marque des grands joueurs. Quand vous voyez les Messi jouer, les Ronaldo jouer, parfois vous vous dites, mais comme, il aurait pu faire la passe, mais non. Il se dit, là, je m'impose, 1, 2, 3, 4, 5, poum, il fout dedans. Donc, il faudra ça. Et c'est pour cela que l'on dit souvent, jouer tous pour un et un pour tous. Et oui, c'est ça. Quand on dit tous pour un, ça veut dire que tout ce qu'on va faire, machin, tout ça, on va aller déborder. On cherchera où se trouve Vincent Aboubakar, on lui donnera le ballon, il poussera au fond. Et le 1 pour tous signifie aussi que quand Vincent Aboubakar aura son ballon, s'il voit qu'il ne peut pas et qu'il peut faire une passe effectivement décisive à son partenaire, qui peut marquer, il faut aussi qu'il passe à son partenaire. Donc, c'est un peu ce que je peux lui dire. Sinon, vraiment, je pense qu'il s'acquitte parfaitement de son rôle de leadership, de leader de cette équipe. En tant que capitaine, vraiment, il n'y a pas de reproche à lui faire. Et tout ce que je demanderai aux autres joueurs, vraiment, c'est d'accompagner, d'accepter. Alors, Jean-Paul, nous restons dans le prisme des conseils technico-tactiques. Je ne sais pas si l'expression est appropriée dans votre jargon, technico-tactique, pour maintenant parler de Toko Ekambi, qui est aussi une marque, qui est aussi une pièce maîtresse de cette équipe nationale. Oui, je crois que le duo Toko Ekambi et Aboubakar, vraiment, est salutaire. C'est une manne de Dieu, je dirais même, parce que vous voyez déjà sur le plan des débuteurs de cette CAN, c'est eux qui ont le haut du pavé. Un à 6 buts, l'autre à 5 buts, ça fait déjà 11 buts, n'est-ce pas, pour l'équipe du Cameroun, pour les deux. Et pour les deux, sur les, je ne sais pas combien de buts que les Camerounais ont déjà marqués. Donc, je crois que Toko Ekambi, vraiment, se complètent, les deux se complètent, n'est-ce pas, Aboubakar et Toko Ekambi, les deux se complètent. Et je pense que Toko Ekambi, quand il peut le faire, je crois que comme surtout qu'il joue à l'aile, il ne cherche jamais à aller sortir de l'aile et puis revenir pour marquer. Je crois qu'il n'a pas des ambitions de vouloir être le meilleur buteur. S'il a déjà marqué 5 buts, bon, c'est parce qu'il se trouve dans les situations où effectivement il ne peut que mettre au fond, c'est-à-dire recevoir les derniers ballons. Mais sinon, quand le travail qu'il fait vers les côtés, c'est toujours pour alimenter les autres attaquants, et singulièrement Aboubakar, Vincent, qui est toujours le mieux placé. Je crois que c'est un duo qui fait mal, n'est-ce pas, aux défenseurs de cette CAN, adverse. Et je crois que, sans oublier aussi Moumi Ngamalle, bon, qui parfois exagère même, excelle trop dans ses dribbles, mais je lui donnerai ce conseil que si c'est sa force, vraiment qu'il dribble, mais à condition qu'il réussisse peut-être 2 fois sur 3. 2 fois sur 3. Parce que dribbler, ce n'est pas toujours que dire que il veut s'approprier le ballon, il veut être personnel, comme on dit souvent, égoïste, tout ça. Non. Quand tu te débarrasses de 2 ou 3 défenseurs que tu mets hors jeu, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus intervenir dans le jeu, surtout défensif, vous libérez vos attaquants et puis vous donnez un petit ballon que les autres exploitent et mettent au fond des filets. Donc, Toko Ekambi est un atout de notre attaque. Et nous avons cette chance avoir un atout Aboubakar, un atout Toko, et un degré moindre Ngamalle. Vraiment, une défense ne peut pas dormir. Voilà, une défense ne peut pas dormir. Alors, que diriez-vous à Toko Ekambi demain pour qu'il soit encore plus efficient,
plus dynamique, plus prolifique, Casimir? Je crois qu'il est sorti de sa prison. Il était en manque de réussite avec les Lions, mais depuis il a retrouvé sa verve qu'il a dans l'Olympique lyonnais. Il est sorti, et le premier match où il est sorti de cette posture regrettable, c'est contre la Côte d'Ivoire dans les éliminatoires. Je l'ai observé au niveau des exécutions de l'hymne national. J'ai vu ce garçon dégager de l'énergie à l'exécution de l'hymne national. Et lorsqu'il a marqué, il a dégagé de l'énergie, j'ai compris que Karl a retrouvé sa hauteur. Il a déjà retrouvé la confiance qui lui manquait. Tout ce qu'il veut lui demander, c'est d'aller à fond, de ne plus hésiter. Et ils ont une histoire à écrire. Ça passe par un engagement fou. Ça passe par une détermination folle. Ça passe par une agressivité à nul autre pareil. C'est tout ce que je lui dirais, que maintenant il est en confiance, il n'a plus de doute, et il est en réussite. Il faut capitaliser cette spirale positive. Il n'a plus à se retenir. Ce n'est pas à l'arrivée qu'il faut venir baisser la garde. Il faut exploser. C'est tout ce que je dirais par exemple à Karl, qu'il est déjà bien dans sa tête. Il lui manquait ces buts-là avec l'équipe nationale. Il le fait déjà. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour son tempérament. Il est très respectueux de tout le monde, malgré ce qu'il représente en termes de statut. Et quand vous regardez même dans le jeu, il est l'un des garçons qui sait faire ce que nous appelons le transfert de statut. Quand vous regardez ses buts, c'est un joueur excentré, mais il marque ses buts presque dans les 10 mètres. Il s'est toujours retrouvé. Il sait souvent partir de là où il devrait être pour se retrouver là où il ne devrait pas être. Et ce n'est pas quelqu'un qui le lui demande. Hein. C'est l'instinct qu'on disait de Mo Salah. Karl a une inspiration et sa technique me réjouit. Sa précision. Il est très appliqué, il est très assidu et c'est l'un des garçons, comme le disait Magnus, qui est capable à n'importe quel moment, lorsqu'il se retrouve avec une situation, de faire la différence. Donc tout ce que je lui dirais, c'est d'exploser. Zamboanguissa. Ben écoutez, ce qu'il nous a produit l'autre jour était magnifique. On a vu un Franck capable de sentir le coup. Il n'a plus fait un geste de trop. On a vu Franck recevoir, donner, assurer, maîtriser. Et ça, on le lui reprochait tous les jours parce qu'il avait un geste de trop. Le temps qu'il latéralisait le jeu, ça replaçait l'adversaire qu'il avait déjà éliminé. Mais l'autre jour, il a joué vertical, il a joué direct. Il n'a pas eu un geste de trop. On l'a retrouvé toujours dans la zone où il fallait qu'il soit. Il n'a pas fait beaucoup de déchets. Et il a été très entreprenant. Je crois qu'il faut le féliciter parce qu'il s'est retransformé. Il a retrouvé le statut que nous souhaitons de lui. Parce qu'en réalité, Franck devait être un des leaders, un leader dans le jeu. C'est-à-dire qu'on pouvait même jouer avec Franck seul devant la défense et libérer, ajouter des joueurs vers l'avant. Et il nous a prouvé ça contre la Gambie. Donc, qu'il refasse un peu plus ce qu'il a fait contre la Gambie, certainement il apportera encore plus à cette équipe nationale. Alors, coach Ongla, c'est un joueur de situation demain. Sobre et efficace. Oui, étant donné son volume impressionnant de joueurs de milieu de terrain, de son jeu au niveau du milieu du terrain, je pense que nous aurions besoin de ce genre de joueur, n'est-ce pas, qui peut à lui tout seul jouer pour peut-être deux personnes. Peut-être deux personnes. Nous aurions besoin de ce genre de joueur qui peut courir à gauche, qui peut courir à droite, qui peut venir en renfort au niveau de la défense, au niveau des côtés, des latéraux, qui peut vraiment ratisser autant de ballons pour, n'est-ce pas, relancer notre jeu. Non, nous avons besoin de ce genre de joueurs. Heureusement, nous en avons vraiment dans notre équipe. Il y a Umgwet, il y a même un certain Onana, je crois que c'est lui qui est à Bordeaux. Qu'on ne voit pas beaucoup. Je ne sais pas s'il a déjà eu à faire une apparition. Oui. Mais quand on le voit jouer à Bordeaux, je pense que
il peut apporter beaucoup dans notre équipe sur le plan de volume de jeu et surtout sur le plan un peu beaucoup plus offensif parce qu'il a aussi, n'est-ce pas, un tempérament milieu du terrain offensif. Alors, Casimir Koundé-Malon semblait donner l'impression d'avoir un impact physique remarquable, mais depuis un certain temps, on a comme l'impression que c'est un joueur peu ou pro fragile. Oui, je crois que même mentalement, fragile, pas seulement physiquement, même mentalement, c'est un joueur qui semble ne pas dégager de la personnalité dans le jeu. Parce que c'est très important. Quand vous regardez un garçon, si la régie pouvait nous retrouver ces images de Umgwet, quand vous regardez Umgwet dans ses circuits, Umgwet se retrouve entre Castelletto et Ngade. Ça, c'est formidable. C'est Umgwet qui permet d'élargir le jeu. C'est-à-dire qu'il part de milieu de terrain axial à défenseur. Il fait cette complémentarité et permet à l'équipe d'élargir le jeu à la sortie. Donc c'est cette personnalité, cette capacité à s'imposer qui manque à ce jeune garçon, pourtant qui a des qualités techniques extraordinaires. Malheureusement, la haute compétition a besoin qu'un joueur soit capable de sortir un peu une autre posture, cette personnalité. On ne sent pas souvent trop de la personnalité dans son jeu. C'est encore un jeu pas costaud, pas rigoureux, et c'est ça certainement qui fait que chaque fois on estime que il faut peut-être qu'il attende et qu'il vienne entrer, parce que il a mûri en suivant le jeu et avec les conseils pour qu'il aille faire la différence. Est-ce qu'un jeu comme Choupo-Moting ne serait pas dans la même posture que Koundé-Malon, c'est-à-dire qu'il n'est pas très agressif? On a comme l'impression qu'il fait dans... Ils sont un peu tous dans le même tempérament. Vous faites bien, c'est des gens qu'il faut rapprocher sur le plan mental. C'est-à-dire que ils ne se font pas violence. Voilà. C'est des garçons qui ne se font pas violence, peut-être de par leur éducation, parce que si vous regardez Maxime, partout où il est passé, il a posé des problèmes. On ne l'a pas reproché sur le plan disciplinaire. Hein. Le football, quand même, c'est un peu sale. Hein. Il faut se faire violence. Maxime, il ne se fait pas violence. Il respecte tout le monde, même les adversaires, même si c'est normal. Mais il va falloir quand même à un moment que votre homonyme André Canabic, s'il ne nous donne pas un coup de tête à un Marocain. Alors vous voulez parler de la finale Cameroun-Égypte de 86. Cameroun-Maroc. 86 déjà Cameroun. Voilà. Les Égyptiens gagnent au tir au but. Cameroun, voilà. Donc il faut quand même à un moment se faire violence. Et ça, Maxime et le jeune Koundé-Malon ne se font pas beaucoup violence, malgré le potentiel dont ils disposent. C'est des joueurs talentueux. Au niveau de l'utilisation des ballons, c'est nickel. Mais au niveau de l'agressivité positive, hein? Oui, il faut le dire. C'est un paramètre dans le foot. Hein. C'est un paramètre dans le foot. C'est une agressivité sportive. Ça dit cette violence sportive là, ils ne la font pas et ça les retient un peu. Ça ne leur donne pas la possibilité d'exploser, de ressortir tout ce qu'ils ont. Parce que les bagages techniques qu'ont ces deux joueurs, c'est regrettable que ça ne soit pas extériorisé, malheureusement. Alors, au niveau du compartiment offensif, que diriez-vous en Ngande? Défensif, vous voulez dire? Oui, défensif. Oui, je crois que tout ce qui manque à Ngande, c'est cette capacité à pallier, à faire les couvertures latérales. Au niveau des duels, au 1 contre 1, il est irrésistible. Il est difficile qu'un attaquant, sur le plan aérien, il a une détente verticale. Il se permettre quelques fantaisies. Hein? Oui. Un attaquant. Voilà. Donc, qu'un attaquant se permette une fantaisie devant Ngande, ça, c'est pas évident. Moi, c'est au niveau de sa capacité à anticiper sur les couvertures latérales. C'est là où je m'interroge parce que chaque fois, on a trouvé nos latéraux, c'est-à-dire Faye à droite, le jeune Noutolo,
on les a trouvés en train de courir derrière l'attaquant qui les a éliminés. Ce n'est pas normal parce que c'est pour ça que on dit ils sont tous défenseurs. Il y a ceux qui sont excentrés, il y a ceux qui sont axiaux. La grande responsabilité de ceux qui sont axiaux, c'est que lorsque le ballon se joue déjà par exemple à gauche, ils doivent avoir quelque part côté ballon pour anticiper sur une couverture latérale. Parce que le latéral qui est éliminé va faire une course oblique pour aller à l'axe de but parce qu'il est persuadé que le défenseur central a déjà anticipé une couverture. Et c'est pour ça qu'on a pris des buts parce que il n'y avait pas ces couvertures latérales qui permettraient de trouver ce qu'on appelle la complémentarité. Donc, il va falloir que Ngadeu travaille. Il doit toujours avoir un pas en arrière, comme les défenseurs d'avant. Quoi qu'on dise, les libéraux, parce que libéraux, ça veut dire l'homme libre. Il va falloir toujours qu'il soit un tout petit peu côté ballon pour anticiper les couvertures latérales. Sinon, c'est un garçon qui nous a beaucoup apporté au niveau de la rigueur. Je crois qu'il avait eu un carton jaune l'autre jour, mais c'était légitime et il ne lui restait que c'est ça pour le faire. Malheureusement, il va falloir, surtout pour un match comme contre l'Égypte, si nous n'avons pas cette complémentarité défensive, les espaces qui sont souvent dans le dos de nos deux latéraux qui sont très offensifs, personne d'autre ne doit venir les pallier si ce n'est pas Ngadeu Castelletto. Alors, quels sont vos conseils au niveau du compartiment offensif? Défensif, je veux dire. Défensif, oui, défensif. D'une manière générale, hein, tout le compartiment. Mais c'est beaucoup plus de rigueur défensive, beaucoup plus vraiment de rigueur. S'il y a des joueurs qui doivent être concentrés, qui doivent être très attentifs, de la première à la 90e minute, au coup de sifflet final, au coup de sifflet final, c'est bel et bien le les compartiment, défenseurs, oui. le compartiment Défensif. et singulièrement le compartiment axial de notre défense. Je crois que Ngadeu s'est montré vraiment comme l'implacable titulaire à ce poste. Et il doit effectivement se comporter comme étant le patron effectivement de cette défense. Comme le patron. Et quand on est patron, on ne joue pas la bouche fermée. On dirige. Ça, s'il peut nous écouter aujourd'hui, vraiment, je m'adresserai à lui en lui disant, on dirige la défense. Même si nous jouons une défense plate, où aujourd'hui il n'y a plus tellement de libéraux, les deux centraux jouent le même rôle, mais il arrivera toujours et comme on le voit, Ngadeu est toujours celui-là qui est toujours effectivement qui joue comme libéraux. Non? Donc c'est lui qui doit donc vraiment tout organiser à partir même du milieu du terrain. C'est-à-dire après le gardien, ça doit être Ngadeu. Il a tout un champ visuel vraiment élargi, il voit tout le monde. C'est lui qui doit commencer à placer. Dès que la récupération a été faite là-bas, il commence à ver les gens du milieu du terrain. Attention à ta droite, attention à ta gauche. Dès que tu jettes seulement un coup d'œil, tu te dis, il t'a replacé, tu commences à... Si tu voulais aller vers un espace mort, tu commences à revenir sur un espace sur l'adversaire qui se trouve dans un espace qui peut nous faire mal. Donc, Ngadeu, c'est un peu ça. Oh, j'ai l'impression qu'il joue la bouche fermée. Oui. C'est comme un gardien qui joue la bouche fermée. Non, vous avez eu moi, j'ai eu à jouer avec de très grands gardiens comme Thomas Nkono, comme Joseph-Antoine Bell, pour ne citer que ces deux-là, comme Bengala, Bernard Bengala, pour ne citer que ces trois-là. Vraiment, je vous assure, mais ça hurle. Ça hurle, c'est-à-dire qu'il vous insulte même. Il vous insulte. Mais bon, ce ne sont pas des insultes volontaires, c'est des insultes pour t'amener à savoir que, mais comment. Parce qu'un gardien n'aime pas recevoir les ballons. Hein. Un gardien, que tu as beau être grand gardien du monde, tu aimerais passer ton temps comme tranquille. On en a passé tout dernièrement contre la Gambie. Voilà, tu as tout compris, Emmanuel Jonas. Donc c'est ça un gardien. Il aimerait sortir de son match et il n'a pas été inquiété
Parce que faire toujours des plongeons à gauche, à droite, sortir, aller faire la raquette, aller intervenir du coup de poing quand c'est des ballons aériens. C'est éprouvant, hein? Très éprouvant, et ça les fatigue et ça diminue. Déjà que leur volume d'entraînement est très intense, c'est le gardien de but. Ben oui, s'il y a un joueur qui souffre en entraînement, c'est le gardien de but. Voilà. Et il ne voudrait pas encore au match. Je souffrais longtemps. Donc ça les affaiblit et ça diminue leur capacité à avoir des réflexes, à réagir. Donc si un gardien peut te sortir peut-être une fois, 2 fois, boxer 3 fois, mais c'est tant mieux pour lui. Or, le reste du temps, il faut donc qu'il place les joueurs, et placer les joueurs, parler à gauche, à droite, pour qu'ils n'aient pas justement à être beaucoup plus sollicités. Et c'est là, après le gardien, c'est le relais revient, n'est-ce pas, aux défenseurs, comme Gandeux. Parce qu'un gars comme Castelletto, je crois que c'est ouais, fait quand même un travail énorme devant lui. Donc, lui donne la possibilité de pouvoir être un peu libre, même si je dis qu'il ne joue pas avec des libéraux, parce que je ne crois pas. Les deux ont le même rôle. Mais s'il y a quand même quelqu'un qui doit faire beaucoup de couverture, c'est voilà. Voilà. Donc, surtout avec Faye Collins, qui monte toujours, et de temps en temps Toho, qui monte aussi à gauche. Ngandou doit toujours être vigilant à ce que, quand on exploite ce côté-là, parce qu'un des latéraux est monté, il faut toujours qu'il soit prêt à aller jouer le rôle de latéral, c'est-à-dire faire la couverture, soit à gauche, soit à droite, quand il s'agit de Faye Collins. Bon, sinon, je crois que jusque-là, nous avons eu encaissé, je crois, c'était que 3 buts, si je ne m'abuse. 3 buts. Je pense que c'est une bonne défense. C'est une très bonne défense. Et il faut que ça continue demain face à l'Égypte, qui sera tout un autre calibre. Bon, vous savez aussi que dans les réseaux sociaux, les gens disent oh, le Cameroun n'a pas encore eu à rencontrer une vraie équipe, tout ça. Ça, c'est des trucs que je ne sais pas ceux qui peuvent tenir ce genre de propos. Donc, le Cameroun va le faire demain. Je pense qu'ils seront satisfaits, mais il faut que le Cameroun continue, n'est-ce pas, à dérouler son jeu comme il a fait tout à l'heure, depuis le début de la compétition, même s'il s'agit, n'est-ce pas, de l'Égypte, que les autres pensent que, de qui les autres pensent que ça va être le véritable grand adversaire du Cameroun. Non, mais l'Égypte, parce qu'en réalité, Emmanuel, vous avez bien fait de poser cette question. Ngandou se comporte pas comme un leader. Or, quand on le voit, s'il y avait un leader défensif, ça devait être Ngandou. S'il y avait un leader au milieu de terrain, ça devait être Franck Zambo. S'il y avait un leader devant, ça devait être Vincent Abouaka. Donc, les 3 lignes, il faut qu'il y ait un leader par compartiment, de façon à ce que l'entraîneur et son staff soient concentrés sur l'adversaire. Parce que quand il va se retourner, il va s'adresser seulement à ses leaders. C'est cette posture de leader qui manque en Ngandou. Parce que quand tu es leader, tu es vigilant. Quand tu es vigilant, tu communiques. Parce que si tu n'es pas leader, tu as comme l'impression que tu n'as pas de la responsabilité. Et c'est ça qui manque en Ngandou. Il va falloir qu'il se comporte comme un leader, ou alors que les encadreurs lui disent que le leader technique, l'homme qui doit donner le ton dans cette défense. Vous savez, quand on vous a donné de la responsabilité, vous ne dormez plus. Vous êtes vigilant à tout. Et quand vous êtes vigilant, vous avez comme une contrainte de communiquer. Et justement, comme le disait Jean-Paul, on a comme l'impression qu'il ne communique pas suffisamment. Et justement parce qu'il n'a pas cette posture de leader. Il faut donc qu'on lui donne cette responsabilité davantage. Et les rares fois où vous l'avez eu se transcender, c'est chaque fois qu'il a eu le brassard, comme si c'est le brassard qui déterminait cette posture-là. Donc je pense que c'est parce que ce garçon ne mesure pas le potentiel dont il dispose. Il ne veut pas se comporter comme un leader. Et quand il va se comporter comme un leader, effectivement, il communiquera, il replacera ses camarades. Alors, Casimir, on parlait tout à l'heure de l'agressivité, de la provocation même pendant cette rencontre. Pourquoi ne pas titulariser
un monsieur comme Bassogok, qui vraiment aime le duel, qui aime le contact, qui aime aller à l'abordage pour que effectivement il puisse provoquer ces Égyptiens positivement? Parce que je pense que d'abord à son poste, ceux qui sont là n'ont pas déçu. Il y a Mouminga Male qui joue à mais son... qui n'ont pas la même agressivité que Bassogok, parce qu'il aime le contact. Il aime le contact. Ils ont un autre rôle, c'est que... Et les Pharaons n'aiment pas ça. Ngamale, par exemple, sait faire ce flux et reflux. Quand vous êtes en situation défensive, Ngamale est là. Quand vous êtes en situation offensive, Ngamale est là. Or, Christian, lui, ce n'est que sur le plan offensif qu'il a de l'activité. Or, dans le couloir aujourd'hui, quand tu es un joueur de couloir, tu dois être capable d'aller et de revenir. Peut-être qu'il y a ce souci sur le plan. C'est pour ça qu'on le préserve, parce qu'on sait que quand il va entrer, il va venir mettre un peu de folie. Et c'est de ça qu'il est question. Nous tous, on sait que c'est un garçon qui peut dynamiter les défenses. Et comme athlétiquement aussi, physiquement aussi, il a quelques soucis, il ne peut pas tenir aujourd'hui plus de 60 minutes. Et c'est bien qu'il vienne souvent mettre de la folie. Mais parfois c'est avec un petit retard. Hein? Oui, logiquement, parce que en réalité, pour le moment, il est difficile à un entraîneur lorsque l'effectif se comporte bien. C'est vrai, c'est une contradiction que je me dis parce que notre entraîneur le fait, parce qu'on l'a vu plusieurs fois, il a fait il a chamboulé, on se serait aussi prononcé sur... Alors quand on voit l'image qui nous est proposée là, ce sera le duel entre Mohamed Saleh et Vincent Aboubakar. C'est aussi un duel, hein? Un face à face. Ouais, la régie fait bien de sortir cette image. C'est le vrai duel, c'est le vrai match. Vincent Aboubakar, Mohamed Salah. Voilà le vrai match. On aurait mis cette affiche. Au lieu de mettre Cameroun-Égypte, on aurait mis Aboubakar. D'ailleurs, de façon alphabétique, et Aboubakar c'est A et moi Salah. Donc moi je crois que bravo à la réalisation qui nous a sorti cette image. Ça sera le vrai match. Mais quand vous voyez quand même les comportements de ces deux joueurs, s'il y a un joueur qui est déterminé, qui donne tout à chaque match, c'est Vincent Aboubakar. Alors Jean-Paul Akono, on aura également un autre paramètre demain au stade Amadou Ahidjo. C'est sûr que les gens viendront par grappe, ils seront nombreux, mais parfois, ces gens qui viennent ne savent pas supporter. Ils sont plus spectateurs que supporters. Quand ils Camerounais. Voilà. Oui, les Camerounais. Tu sais, c'est Emmanuel Jonas Kanya, c'est le sempiternel problème, n'est-ce pas, des supporters camerounais. Vraiment. Heureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore, n'est-ce pas, cette réaction, ce comportement parfois négatif que nous connaissons de nos compatriotes. Vous savez, je crois que c'est Casimir qui le disait tout à l'heure, parlant effectivement du match Cameroun et Égypte, que le 12e homme, n'est-ce pas, camerounais doit jouer son rôle. Son rôle, ce que n'aura pas l'Égypte. L'Égypte, Salah et son monde. Donc, ce 12e homme, ce n'est pas seulement quand nous... Pour venir remplir les travées. Le 12e homme, c'est justement, on doit le sentir venir en secours, comme la VAR vient au secours de l'arbitre, n'est-ce pas, venir en secours de l'équipe du Cameroun, des Lions Indomptables, quand nous sommes un peu en difficulté, quand nous sommes en train de baisse de régime. En baisse de régime, nous sommes en train de passer dans notre temps des moments faibles. Des moments faibles dans notre jeu. L'intensité a baissé, on n'arrive plus à se retrouver sur le terrain. Imagine-toi, quand des encouragements vous viennent peut-être de vos 50 000 spectateurs, mais comment? C'est-à-dire ça vous regalvanise et tout de suite vous retrouvez vos sensations. Ça vous redonne parce qu'il y a même parfois certains joueurs qui en demandent, il demande des gestes quand ils se rendent compte que ce 12e homme est amorphe, voilà. N'est-ce pas?
Mais non. C'est plutôt le jeu qui vient galvaniser. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Jean-Paul, lui, il est même modeste. Ils ne sont pas morts, ils sont absents. Ils sont même absents. Ils sont absents. Il faut dire que c'est un problème de culture. Les stades camerounais ont des spectateurs. Ils n'ont pas des supporters. Parce que c'est pas normal que le supporter ne sache pas. Deux fois, si vous faites un vox pop, il va vous dire je m'en vais supporter le Cameroun. Mais si vous mettez une caméra sur lui, vous ne le verrez pas en train de mener l'action d'un supporter. Pas du tout. Mais plutôt d'un spectateur. D'un spectateur. Et même quelques-uns, même lorsque le joueur demande en faisant un geste, et ils sont indifférents. Donc on a un problème de culture. Les supporters, on n'en a pas suffisamment. Même ceux qui se déguisent souvent en vert ou jaune, parfois s'oublient. Moi j'ai vu les supporters gambiens tourner le dos au stade. Les matchs des Gambiens, j'ai vu les petites colonies gambiennes là continuer à danser, à chanter dos au stade. Donc ils ne cherchaient pas à savoir ce qui se passe si les derrière. Gambiens sont en train de marquer ou bien les Gambiens sont en train d'être malmenés. C'est ça, ça dit que son rôle c'est donner de la force à son équipe. Donner de la voix. Oui, donner de la voix, c'est de la force. Parce que quand vous donnez de la voix, vous donnez la force aux joueurs. Malheureusement, on n'a pas cette culture au Cameroun. On est absent. On est souvent au stade, mais nous sommes absents. Parce que notre rôle, c'est de donner la force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où le joueur ne doit pas sentir qu'il est supporté. Pas seulement quand il a marqué le but, mais comme le disait Jean-Paul, c'est dans nos phases difficiles, là où nous sommes en difficulté, que le supporter doit encourager, donner la force aux joueurs. Malheureusement, on n'a pas cette culture. Voilà, donc rendez-vous nombreux demain au stade d'Olembe pour supporter dans le sens strict du terme et non pas aller au stade d'Olembe en... Moi, je suis souvent étonné, Emmanuel, quand on chante l'hymne. Quand on entend l'hymne national du Cameroun, c'est tout le stade. Mais quand il y a des... Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Nous disons merci à l'équipe Asticrit Technique et à tout le monde, n'est-ce pas, qui aura contribué à la réussite de cette émission de ce matin, qui n'aura pas du tout été facile à réaliser, mais nous avons quand même donné ce que nous pouvions vous donner, vous servir, et nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. Merci d'avoir suivi. Merci Casimir, merci Jean-Paul. Au revoir, mesdames, messieurs. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature.